Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire donc, de présentation du nouveau schéma PEFC. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, du coup, donc, je suis Quentin Lallemand, je suis chargé de mission chez FIBO Occitanie, l'interprofession régionale de la filière forêt-bois, et je serai l'animateur de ce webinaire. Oui, Donc le webinaire il est j'entends. organisé en collaboration avec PEFC Territoire et l'association ETF Occitanie. Le webinaire, donc ce webinaire ce soir, c'est le second d'une série de 6 webinaires qui vont se dérouler entre novembre et décembre de cette année. Le premier replay du premier webinaire, il est déjà disponible sur la chaîne YouTube de FIBO Occitanie et donc les autres seront disponibles au fur et à mesure sur la chaîne. C'est la fille de PFC. Pensez à bien couper vos micros et vos caméras, du coup, s'il vous plaît, pour une meilleure qualité audio et vidéo. Pour les questions, donc, vous allez pouvoir les poser dans le chat. On y répondra à la fin du webinaire. Et donc, pour information, le webinaire, il est enregistré et il sera disponible sur YouTube. Pour introduire ce webinaire, on va présenter rapidement les 3 structures partenaires du webinaire ce soir. Et après, on rentrera dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, FIBO Occitanie, donc on est l'interprofession de la filière forêt-bois régionale. Donc, on rassemble l'ensemble des professionnels de la filière de l'amont à l'aval de la filière forêt-bois, du détenteur de la ressource donc jusqu'aux utilisateurs finaux, en passant par ceux qui récoltent, transforment et utilisent le matériau bois. Nos missions sont multiples à l'échelle régionale, donc animer et coordonner le réseau d'acteurs, les entreprises, les organisations professionnelles de la filière. Communiquer, donc promouvoir la filière bois sous toutes ses formes et la construction bois. Accompagner les entreprises et les acteurs, comme lors de ce webinaire ce soir par exemple. Et enfin, représenter la filière dans les différentes instances nationales, locales et régionales. Politiquement, oui, le document cadre en fait, qui fixe nos actions est celle de la filière. Donc, c'est le contrat de filière forêt-bois Occitanie. Donc, on est au second contrat de filière qui se déroule entre 2023 et 2026. Donc, il est co-rédigé, ce contrat de filière, avec les acteurs de la filière, l'État, la région et l'ADEME. Et il se déploie autour de 4 grands axes. Donc, faire connaître la filière forêt-bois auprès du grand public et aux utilisateurs de la ressource. Communiquer sur l'image de la filière. Ensuite, donc, la structuration économique, donc aller vers une filière fédérée et performante et mettre en relation les acteurs entre eux, rendre les métiers attractifs et les formations adaptées. Et enfin, donc, mesurer l'évolution et suivre l'évolution de la filière forêt-bois. Donc là, ça va passer par l'observation et la connaissance de la filière. Enfin, très rapidement, FIBOis Occitanie fait partie du réseau FIBOis France. Donc, c'est l'ensemble des interprofessions régionales qui sont regroupées au sein du réseau d'interprofessions nationales. FIBOis France, ça permet de porter une parole commune auprès des pouvoirs publics et des partenaires nationaux. Et on déploie aussi des outils en fait, à l'échelle nationale. Ça permet de partager les compétences et les savoir-faire au sein du réseau. Je vais maintenant laisser la parole rapidement à Vincent Finiel de TF Occitanie, donc le délégué de TF Occitanie, pour présenter rapidement sa structure. Bonjour à tous, merci Quentin. Oui, effectivement, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, ce n'est pas l'objet, mais pour vous parler un petit peu de notre association. Donc, on est une association qui représente les entrepreneurs de travaux forestiers sur tout le territoire d'Occitanie. L'association a été créée depuis un peu plus de 2 ans maintenant et on regroupe une cinquantaine d'adhérents sur la région. L'objectif de notre association, c'est de représenter les entrepreneurs auprès des différentes instances politiques, que ce soit au niveau de la région, de la DRAF, de l'État, de les accompagner aussi sur l'ensemble de leurs besoins, que ce soit au niveau de la formation, de la sécurité, de la réglementation, de la relation client par exemple, etc. Un grand nombre de thématiques. L'idée, c'est que les adhérents aussi développent la structure en faisant remonter leurs problématiques. Également, on les accompagne aussi sur tout le volet subvention et on est à la coécriture actuellement avec la région pour l'appel à projet d'aide à la mécanisation forestière sur 2026. Voilà, finalement, notre objectif, hein, comme c'est écrit ici, c'est de renforcer la compétitivité, le professionnalisme et la reconnaissance des entrepreneurs de travaux forestiers sur la région Occitanie. On a également un site internet etf-occitanie.fr et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations. Je vous remercie et je laisse la parole du coup à Coralie pour ce deuxième webinaire. Bonsoir à tous. Moi, c'est Coralie Victoire, la déléguée du site Occitanie pour PEFC Territoire. Alors, PEFC, bon, les webinaires touchent à la certification, mais je préfère redire qu'est-ce que c'est que PEFC. C'est une ONG internationale qui a été créée en 99, donc ça fait un petit bout déjà qu'on existe,
qui est un système de certification de gestion forestière durable. Alors, on a une emprise internationale. Aujourd'hui, on va parler vraiment des exigences qui s'appliquent au territoire France métropolitaine. Et c'est un peu la force de notre certification, c'est qu'il y a vraiment cet ancrage et cette connaissance du territoire local. Euh, comme je l'ai, vous l'a dit Quentin, ce webinaire, c'est le deuxième d'une série. Lors du premier, je vous avais déjà présenté un petit peu le fonctionnement de notre structure, de notre certification, de nos exigences. Mais pour rappel, c'est quand même un élément très important. La certification de gestion durable PEFC intègre 3 volets. Le volet environnemental, qui est souvent le premier auquel on pense quand on parle de certification de gestion durable, mais il intègre aussi, et c'est très important, le volet social et le volet économique. Bon, le volet économique, ça parle assez bien à tout le monde. Le volet social, souvent, on pense aux promeneurs, aux chasseurs. Nous, le volet social, c'est aussi des personnes qui travaillent en forêt. Elles travaillent dans un cadre réglementaire et sécuritaire. Voilà, PEFC Territoire, la structure pour laquelle je travaille, qui permet l'accès à la certification des propriétaires forestiers des ETF et qui contrôle aussi tout ce qui se passe sur le terrain en forêt. On est implanté partout en France avec des antennes que vous retrouverez dans de nombreuses régions administratives avec les interlocuteurs référents si jamais vous avez des questions. Je rentre dans le vif du sujet. Le deuxième webinaire. Passé les introductions, on va rentrer dans le dur, dans les exigences. Alors, il va y avoir 2 webinaires successifs sur les exigences du standard de gestion forestière en France métropolitaine, celui d'aujourd'hui et celui de jeudi prochain. Il faut savoir qu'on va balayer, je dirais, une majorité des exigences, mais au regard du standard de l'épaisseur, je ne peux pas rentrer dans le détail de chacune des exigences. Donc, on va parler des grandes, des principales. Quentin vous l'a dit, si jamais vous avez des questions, pensez à les inscrire via le lien qui vous a été envoyé sur le mail de rappel avec la connexion du webinaire d'aujourd'hui, le FAQ, donc, sur lequel vous pouvez mettre toutes vos questions. Si jamais on n'a pas le temps d'y répondre dans le cadre de ce webinaire-là, on y répondra par la suite par écrit, une fois que vous aurez déposé vos questions. Parce que ça va être très dense aujourd'hui et je ne doute pas que ça va susciter pas mal de questions de votre part. Et C'est vous parti. pouvez aussi les poser du coup sur le chat durant Ah oui, le webinaire, si vous avez des questions sur le coup à chaud. il y aura un temps dédié à la fin normalement pour ces questions, mais Oui. bon, des fois je suis trop bavarde et je déborde. Bon, petit rappel de ce qui a été dit la semaine dernière par rapport à la mise en œuvre de la mise en application de ce nouveau référentiel. Euh, c'est vrai que je l'ai dit la semaine dernière, mais je tenais à le rappeler aujourd'hui. La révision de standards se fait tous les 5 ans. Et globalement, sur cette révision qui va être mise en œuvre là, dès 2026, les évolutions sont de plusieurs natures. Il y a eu des clarifications de termes, des clarifications d'exigences. Donc, ça veut dire qu'elles existaient déjà, mais étaient peut-être trop subjectives. Et donc, on est rentré plus dans le détail pour qu'elles soient plus facilement applicables et contrôlables. Il y a des évolutions, des points qui avaient un certain niveau d'exigence et qui ont évolué pour passer à un autre niveau d'exigence. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et il y a des nouveautés. En gros, ça n'existait pas dans le standard qui était applicable de 2017 à 2025 et ça existera, ce sera possible dès 2026. En termes de calendrier, voilà, le nouveau schéma a été adopté le 26 mars 2025. Pour nous, la période de transition commence dès l'adoption et se termine le 29 septembre. Pour PFC Territoire, on commencera à mettre en œuvre ce nouveau schéma à partir du 1er janvier 2026, avec une période de tolérance jusqu'au 1er septembre. À partir de là, les règles seront normalement maîtrisées par tous, les outils en place, et on se devra d'appliquer ce nouveau schéma. Allez, les exigences, c'est parti, accrochez-vous. Je vais commencer par les nouvelles notions. Je pense que c'est important qu'on sache de quoi on parle. Il y a quand même des petites nouveautés, notamment les zones de sensibilité paysagère. On avait déjà dans le précédent standard des critères sur l'aspect paysager à prendre en compte dans le cadre notamment des couperages. Et là, le standard les a précisés. Ce qu'on entend par zone de sensibilité paysagère, ce sont les périmètres de protection d'un patrimoine bâti inscrit ou classé. Alors, j'aurais plein d'idées à vous donner, des châteaux, des cathédrales.
Il y a des patrimoines même UNESCO type le canal du Midi, pour certains qui le connaissent bien. Il y a les zones visibles à moins de 300 mètres des points de vue panoramiques. Alors bon, bah là, ça peut arriver dans tous les massifs, en montagne, sur des villages. Il y a plein de sites classés inscrits. Pour ceux qui sont d'Occitanie, qui connaissent bien, le CIDOBRE, c'est un site classé. Et du coup, ça demande une prise en compte dans la gestion, en termes de coupe, en termes de gestion, d'intégration d'essences particulières. Donc là, il faudra bien prendre en compte l'ensemble de ce paysage dans sa gestion. Ça ne veut pas dire que ce serait interdit, ça veut juste dire que s'il y a un impact paysager, il faudra solliciter des structures habilitées. Et s'il n'y a pas d'impact, eh ben, on continue à faire tout ce qu'on sait faire et bien. Là, les zones, elles sont bien plus délimitées et précisées dans ce standard parce que dans le précédent, c'était très subjectif. Et le paysage, il n'y a rien de plus personnel que de trouver quelque chose de beau ou de pas beau. Donc, le fait que là, on sache à quoi s'en tenir sur ce qu'on considère comme sensibilité paysagère, ça vous permet de plus facilement l'intégrer dans votre gestion au quotidien. Je passe à la notion suivante, une notion qui va être importante parce que là, je vous fais la définition. Tout à l'heure, on va parler des exigences qui sont associées à ces milieux-là. Donc, les zones forestières de haute valeur écologique. Alors, le standard précise exactement ce qu'est une zone à haute valeur écologique. Ce sont ces deux éléments. Les zones de protection forte définies par l'article inscrit ici, globalement, vous avez les parcs nationaux, les zones cœur, qui sont très réglementées. Vous avez les réserves naturelles, mais il existe d'autres choses comme les arrêtés de protection ou alors les réserves biologiques. Et ensuite, vous avez des milieux, les habitats remarquables. Alors, ce terme est encore très vaste parce que dedans, on peut trouver les mares, les lagunes, les tourbières. En fait, ce sont tous des milieux qui ont un intérêt de par le cortège d'espèces qui se trouvent dans ce milieu. On reparlera tout à l'heure des exigences qui s'appliquent à ces milieux-là, mais retenez les zones forestières de haute valeur écologique. Globalement, ce sont des milieux réglementés et des milieux qui ont un intérêt particulier de par leur habitat ou leur biodiversité. Ensuite, grande nouveauté, ce n'est pas qu'une notion, c'est aussi une grande nouveauté dans cette révision de schéma, ce qu'on appelle l'arbre hors forêt. Alors tout de suite, je vous le dis, ce n'est pas l'arbre en ville, à bien distinguer. L'arbre hors forêt, ce sont les arbres d'alignement et les arbres des espaces agroforestiers. Dedans, on retrouve les haies, un autre exemple, les peupliers, qui font la séparation des fois entre deux parcelles, mais on n'est pas sur de l'arbre urbain isolé. On est vraiment sur du linéaire forestier ou agroforestier. Les exigences qui s'appliquent à l'arc hors forêt se trouvent en annexe du référentiel PEFC Gestion forestière France métropolitaine. Il y a des exigences qui sont dédiées à l'arbre hors forêt parce que ce n'est pas tout à fait la même gestion que la gestion forestière. Alors, ce sont globalement les mêmes exigences, mais qui ont été transposées de telle manière à être applicables sur du linéaire. Dans le cadre de ce webinaire, on ne va pas forcément approfondir le sujet de l'arbre hors forêt, mais nous saurons vous proposer des réunions, peut-être d'autres webinaires en 2026 sur le sujet de l'arbre hors forêt, dédiés, parce que les pratiques, les outils seront très particuliers. Pareil sur le bulletin d'engagement. Il y aura un bulletin dédié arbre hors forêt par rapport à des parcelles qui sont considérées comme forestières et non d'alignement. Et enfin, vaste sujet aussi, qui est une nouvelle notion. Alors, on l'a définie là, mais il y aura un webinaire dédié sur la double thématique coupe rase et transformation. Je pense que ça méritait qu'on s'y attarde, qu'on précise, qu'on attend, ce qu'on va pouvoir et pas pouvoir faire dans le cadre de ce nouveau schéma. Et quoi qu'il en soit, la transformation, c'est la transformation d'une forêt régénérée naturellement en forêt de plantation. Les transformations, de manière générale, dans le standard, sont interdites, mais vous verrez que ce qu'on considère comme transformation et les cas dérogatoires à ce qui est autorisé, enfin ce qui est interdit, pardon, laissent quand même pas mal de souplesse. Pour l'avoir testé en Occitanie, il n'y a pas tant de peuplements qui sont concernés par l'interdiction de transformation.
on abordera vraiment en détail l'exigence associée à la transformation, mais ne paniquez pas tout de suite. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que cette transformation a été intégrée dans ce nouveau schéma, pardon, parce que les métastandards, donc les standards internationaux, PEFC international, nous l'imposaient. Donc on est obligé de l'intégrer dans nos exigences françaises et d'intégrer les outils qui permettent aux propriétaires, aux gestionnaires et aux entreprises de l'appliquer correctement. Voilà pour les quelques notions qui, pour moi, sont clés et qui permettent de bien appréhender les exigences dont je vais parler par la suite. J'espère que j'ai été suffisamment claire. On passe vite parce qu'il y a quand même pas mal d'exigences, pas mal de sujets et qu'il faut que je tienne le timing de 18h35, 18h40, dernier carré pour laisser la place à quelques questions. Donc là, je vais rentrer dans le sujet, les exigences PEFC associées à ce qu'on appelle la planification et la contractualisation. En gros, pour moi, c'est des aspects documentaires qui sont clés dans la gestion durable. Déjà, la planification. Qu'est-ce qu'on entend par planification? C'est tout ce qui est associé aux documents de gestion durable. Il y a pas mal de points qui ne bougent pas. Donc, pour rappel, le standard en application actuellement, tout propriétaire qui a plus de 10 hectares d'un seul tenant se doit d'avoir un document de gestion durable. Alors, il en existe de 4 natures. Les documents d'aménagement pour les forêts publiques, les PSG, CBPS et RTG, donc plan simple de gestion, code de bonne pratique sylvicole et règlement type de gestion pour les forêts privées. La loi, à son seuil, PEFC va au-delà de la loi. Nous sommes une démarche privée et volontaire. Nos exigences, nous les fixons selon nos valeurs et les métastandards internationaux. Donc dans ce cadre-là, nous imposons à tout propriétaire qui aurait plus de 10 hectares d'un seul tenant d'avoir un document de gestion durable, parmi les 4 suggérés. Donc pour la forêt privée, ça n'a pas bougé. Globalement, on est sur la même chose. La seule chose qui est imposée, c'est d'avoir obligatoirement un tableau de planification des coupés travaux. Voilà. Dans les CBPS, maintenant, c'est obligatoire depuis peu. Les PSG, c'était d'office intégré, mais les RTG n'en disposaient pas. Donc, un propriétaire qui aurait un règlement de type de gestion devrait ajouter à ce règlement de type de gestion un tableau qui planifie les coupes et les travaux pour sa forêt. Pour les forêts publiques, là, ça évolue. Il y a quand même un gap qui vient de passer. À préciser, au vu des discussions qui sont en cours entre PEFC France et l'Office national des forêts, l'obligation d'avoir le document de gestion durable se ferait dès le premier hectare. Il n'y aurait plus le seuil de 10 hectares. À préciser sur le pratico-pratique pour ces forêts publiques. Mais nous avons un webinaire dédié aux forêts publiques. Ce sera l'avant-dernier ou le dernier de la saga, donc en décembre. Et on reviendra sur ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, planification, contractualisation de manière générale dans PEFC, on vous demande de conserver les preuves et les documents associés à votre gestion. Encore une fois, la certification, c'est des garanties pour justifier de ces garanties, de notre crédibilité, pour justifier tout ça, on a un contrôle. Et le contrôle doit nécessairement passer par des preuves documentaires. La bonne foi ne suffit pas pour que le système soit robuste et crédible. Et du coup, c'est pour ça qu'on demande aux propriétaires de conserver, d'archiver, de mettre à jour toute la documentation associée à votre gestion. J'ai un autre argument en votre faveur pour ce point-là. La forêt a une échéance de vie qui est bien supérieure à la nôtre. On aimerait voir pousser nos forêts, pouvoir exploiter ce qu'on a planté. Si vous plantez du peuplier, ça peut marcher. Si vous plantez du chêne, c'est un peu plus compliqué. Donc, en général, la forêt se transmet, est vendue, et celui qui a initié la gestion n'est pas forcément celui qui va récolter le bois. La meilleure traçabilité, c'est comme les documents. Ils n'oublient pas, ils ne nous mentent pas, ils n'obstruent rien. Les documents, c'est factuel, véridique, d'où le fait de les conserver. Et enfin, le volet contractualisation, très important. Dans le standard, il y a quand même pas mal d'exigences associées à ça. Pas mal de points qui n'ont pas changé. De manière générale, dès lors que vous faites des coupes, des travaux, des actes de gestion, on vous demande de mettre en place un contrat entre le prestataire et vous. Et si votre prestataire fait lui-même appel à un prestataire, il devra également contractualiser. Dans ces contrats, on vous demande de bien penser à mettre les mentions associées à PEFC.
Aujourd'hui, 3 natures, le numéro, le fait que vous soyez PEFC, donc votre identifiant PEFC, votre référence, votre numéro. Le fait que tout prestataire qui intervienne sur votre forêt s'engage à respecter les exigences PEFC. Et donc ça, c'est le deuxième élément, le respect des exigences PEFC. Soit c'est une mention dans votre contrat, soit c'est une annexe à faire signer. Et la dernière, le devenir des rémanents de coupe, c'est-à-dire souches et menus bois. Tout simplement parce que ce sont des éléments clés pour la pérennité de votre forêt, donc on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il est advenu. Est-ce que ça a été mis en mandat, broyé, exporté? On a besoin de pouvoir tracer ces éléments. De manière générale, dès lors que vous faites travailler quelqu'un en forêt, il faut respecter le code du travail, le code de l'environnement et tous les codes associés à tout travailleur, c'est-à-dire respecter les règles d'hygiène et je dis notamment d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ces règles-là, hygiène et sécurité. Alors, il y aura un webinaire plus poussé sur l'exploitation forestière et je reviendrai dans le détail de tout ce qu'on attend. Parce qu'il n'y a pas que les contrats, il y a d'autres éléments à intégrer dans le cadre d'actes d'exploitation forestière. Point important et sur lequel il va y avoir une évolution. Dans le standard actuel, dès lors que vous faites travailler quelqu'un en forêt, donc que ce soit un bûcheron, que ce soit quelqu'un qui vient entretenir, donc débroussailler, vous lui avez fait signer un contrat, on vous demande que cette personne, que cette entreprise de prestation soit PEFC, soit engagée dans une démarche reconnue par PEFC, type ETF gestion durable, soit s'engage à respecter les exigences PEFC contractuellement, c'est-à-dire pour ceux qui travaillent pour l'ONF, ils s'engagent sur le cahier des charges des clauses d'exploitation. Et dedans, nos critères PEFC sont intégrés. Sinon, vous faites une annexe et vous leur dites, vous n'êtes pas PEFC, ni engagé dans une démarche reconnue, mais par contre, vous devez vous engager sur ma propriété à respecter le standard PEFC. Et donc, il y a une petite annexe qui leur permet de s'engager contractuellement. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que là, il y a quand même un grand virage qui est pris sur le nouveau référentiel. C'est ce qu'on appelle la chaîne de responsabilité entre le donneur d'ordre, celui qui passe la consigne, qui suit, qui est responsable de la gestion et de l'exploitation, et celui qui réalise la prestation. En gros, aujourd'hui, je prends un exemple un peu typique. Vous vendez votre bois à un exploitant. Cet exploitant ne fait pas travailler ses salariés pour exploiter, il va faire appel à des bûcherons prestataires pour le faire. Donc, le donneur d'ordre, c'est l'exploitant. Le prestataire, c'est le bûcheron, ce qu'on va appeler l'ETF. L'exploitant a acheté PEFC, il est PEFC, il a besoin de ce PEFC, donc lui, il est bien engagé, il a sa chaîne de contrôle, il est reconnu dans le système PEFC. Son bûcheron, son prestataire, lui, n'est pas PEFC. Dans ce cadre-là, si l'ETF ne respecte pas les exigences PEFC, c'est le donneur d'ordre qui aura des conséquences sur sa certification PEFC. En revanche, si ce donneur d'ordre fait travailler une entreprise PEFC et cette entreprise PEFC ne respecte pas les exigences, c'est l'entreprise directement qui devra assumer les conséquences de son non-respect des exigences. Tout l'intérêt de faire travailler des prestataires PEFC et des entreprises PEFC. Comme ça, chacun assume à son niveau les responsabilités vis-à-vis des exigences PEFC. C'est très important parce que pour les donneurs d'ordre ou même pour vous, propriétaires, si demain vous faites appel directement à un prestataire et pas à un exploitant, ça veut dire que vous gérez l'exploitation et ensuite vous vendez vous-même le bois à qui vous voulez. Et si vous faites appel à des bûcherons, je vous invite fortement à faire appel à des prestataires qui sont déjà engagés dans un système de certification. Sinon, c'est votre certification qui sera remise en question si jamais il devait y avoir un couac en forêt. Alors après, la bonne nouvelle, c'est que souvent, l'exploitation, la gestion se passe très très bien. Mais c'est dans le cas d'un non-respect des exigences du standard, l'action corrective sera imposée à la personne qui est certifiée PEFC, direct, le donneur d'ordre et ou le prestataire. Petite précision aussi sur le nouveau schéma, c'est que toutes les autres activités qui ne sont pas forcément de l'exploitation, alors je vais parler peut-être de rucher, d'apiculture en forêt, ou tout simplement de randonnée. Alors, ce n'est pas de la randonnée sauvage. Si vous avez un GR qui passe dans votre propriété, d'avoir des autorisations, des conventionnements. Encore une fois, c'est une histoire de traçabilité, de cadrer l'activité qui se pratique dans le massif forestier. C'est plus facile de l'écrire. Quand il y a un accord oral, on change d'interlocuteur, on change d'humeur, on change d'ambiance. Et c'est « Ah bah non, vous ne l'aviez pas dit. Ah bah non, on s'était accordé sur ça, mais c'est vous qui n'avez pas compris. »
Les écrits, eux, n'évoluent pas, ne changent pas. Donc, c'est plus simple d'avoir des traces écrites, d'où l'évolution dans le nouveau schéma. Je ferme le volet planification, contractualisation et j'arrive sur les exigences associées à ce qui est diversité et biodiversité. Ce ne sont pas la même chose. Commençons par le défrichement. Globalement, le défrichement, en gros, on coupe le couvert boisé, on ne le renouvelle pas et on peut changer la vocation du sol. Ce n'est pas forcément le cas, mais dans une forêt, par exemple, on a exploité, 5 ans après, ça n'a pas été renouvelé. Il n'y a pas de couvert forestier, même si cette parcelle n'a pas vocation agricole, à agriculture ou construction, ça reste du défrichement, puisqu'il n'y a pas eu de renouvellement de la forêt. Cette notion n'était pas aussi explicitement intégrée dans le schéma. Le schéma actuel, on disait, vous devez respecter le cadre réglementaire, mais on n'explicitait pas ce qu'on entend par défrichement. Donc, défrichement interdit. Dans les zones, et particulièrement, on sera très très vigilant, dans les zones dites à haute valeur écologique, c'est ce que je vous expliquais, les milieux sur lesquels on a des habitats ou des espèces particulièrement intéressantes d'un point de vue biodiversité. Titre remarquable, toute coupe qui ne serait pas renouvelée sera particulièrement suivie dans le cadre de ce nouveau schéma. Alors, je vois que le temps défile. Vous aurez accès à tous ces supports, donc je me permets d'avancer un peu plus rapidement sur ces points, sachant que la notion de défrichement est quand même assez explicite. La conservation. Donc, diversification des essences et des traitements. Pourquoi est-ce que ça existait déjà dans le précédent schéma? Pourquoi on le conserve et pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le changement climatique, les aléas, les attaques, que ce soit pathogènes, champignons, que ce soit tempêtes, que ce soit canicule, on s'est aperçu que mettre tous ces œufs dans le même panier, c'était pas gagnant pour le forestier. Aujourd'hui, des traitements différents, donc des structures de forêt qui ne sont pas forcément monospécifiques du même âge linéaire, répondent mieux à tous ces aléas et se défendent mieux à ces aléas. La diversité génétique, la diversité des essences, la diversité de structures font qu'en fait, c'est une barrière déjà naturelle qui permet au peuplement, aux écosystèmes forestiers de mieux se tenir dans l'avenir. Donc, dans le nouveau schéma, ça a été précisé. On a été plus loin dans ces notions. Il a été intégré le fait d'établir et de maintenir d'autres essences que celle qui est dominante. Souvent, c'est déjà ce qui était constaté, donc il n'y a pas tant à paniquer avec cette exigence. En tout cas, en Occitanie, moi, je le constatais régulièrement. Maintenir les îlots de diversité, encore une fois, et là où il n'existe pas, en intégrer. Et surtout, intégrer les impacts du changement climatique. Alors, cette phrase, elle veut tout et rien dire. Mais globalement, quand vous pensez à régénérer votre forêt, il ne faut pas penser à 10 ans, il faut penser déjà à 50 ans. Une essence qui était limite en station, il ne faut pas se dire qu'on la replante et qu'on la coupera plus jeune, parce que du coup, le but, c'est de rien changer. Non, peut-être qu'en fait, il faut envisager cette essence avec en accompagnement avec d'autres. Peut-être revoir le traitement, la sylviculture, peut-être que le monospécifique en régulier ne fonctionne plus, ou peut-être qu'au contraire, l'irrégulier qui était avec le cortège d'essences associées ne va plus. En fait, là, c'est vraiment une réflexion globale à long terme. Mais long terme, c'est pas 10 ans, c'est long terme à l'échelle de la forêt. Et ce qui n'a pas changé, les lisières et les arbres de bordure. Ne pas les couper parce qu'on trouve que ça fait plus propre. Elles font partie de l'écosystème et elles apportent énormément au peuplement. Que ce soit en biodiversité, mais pas que. En termes de résilience, ces lisières et ces bordures étagées ont un énorme rôle à jouer en forêt. Bon, les arbres vieux, les arbres morts, je ne vais pas m'éterniser. Globalement, dans le standard actuel, c'était un arbre vieux, un arbre mort à l'hectare, on passe à 2. Encore une fois, ce n'est pas que pour l'écologie, c'est pour toutes les espèces qui vivent sur ces arbres, hein, sur ces milieux, qui permettent de faire vivre toute la forêt et toutes les petites bêtes qui nourrissent et alimentent le sol et qui font pousser nos arbres. Donc finalement, on pense à nos arbres quand on fait de la gestion sylvicole, mais il faut penser au sol et au milieu et tous les animaux, insectes et habitats inféodés qui font vivre nos forêts. Les expérimentations. Pourquoi je l'ai mis dans le volet diversité-biodiversité? Parce que souvent, dans l'expérimentation, on introduit de nouvelles essences.
Et on peut introduire notamment des essences qui sont considérées comme exotiques envahissantes. Aujourd'hui, c'est interdit d'intégrer ces espèces-là, sauf si elles sont cadrées par un dispositif expérimental suivi par un organisme compétent. J'insiste sur l'organisme compétent. Ce n'est pas forcément votre voisin. L'organisme compétent, c'est une structure habilitée à suivre un dispositif expérimental. Je vous donne des exemples. IRTA, INRAE, ce genre de structures mettent en place des protocoles, mettent en place des moyens pour faire des mesures qui vont être suivies, qui vont être étudiées, analysées. Si jamais il y a un pépin dans le dispositif ou dans le protocole, ils seront capables aussi de réagir. C'est important. Et surtout, ces expérimentations ne doivent en aucun cas être incompatibles avec la gestion forestière. Je vous donne un exemple, pas plus loin qu'il y a un mois. J'ai découvert qu'il y avait un dispositif expérimental. En cas des mesures, il fallait canarder les arbres avec des fusils pour faire tomber les feuilles. Bon, en termes de gestion, ça paraît pas forcément très cohérent. Surtout si le but, c'est l'accroissement, la production de bois. Un arbre qui n'a pas de feuilles, enfin qui en a plus beaucoup, va croître son diamètre de façon très limitée. Donc encore une fois, attention aux objectifs des expérimentations. Les zones forestières à haute valeur écologique. On en a parlé tout à l'heure. Pour rappel, zone cœur de parcs nationaux, arrêté de biotope, j'en passe des meilleurs, lagunes, mares, ce genre de milieu avec habitat et espèces remarquables. Ce qui ne change pas, c'est que on doit l'intégrer dans la gestion. Ça veut dire qu'on doit avoir connaissance que ça existe sur la propriété et on doit transmettre cette information aux intervenants sur le milieu. J'ai un propriétaire qui a une lagune, même si la gestion va parfaitement être en phase avec ce milieu-là, il faut que l'information soit indiquée sur le contrat ou sur la fiche de l'eau ou sur la fiche de chantier établie avec l'entreprise qui va intervenir, tout simplement pour qu'elle n'aille pas exploiter, qu'elle mette en place les prescriptions, les préconisations adaptées à ce milieu-là, il faut qu'elle en ait la connaissance. D'où le fait, encore une fois, de l'écrire, de le tracer et de le communiquer. Globalement, sur ces zones forestières à haute valeur écologique, la définition est nouvelle, mais encore une fois, on l'avait déjà intégrée dans le schéma actuel. Slide qui est associé au milieu avant. Interdiction d'introduire des arbres dans ces zones écologiquement importantes. Je vous donne des exemples. Dans le cadre des fonds FFN, il y a eu pas mal de plantations de résineux dans des zones très mouilleuses, on va dire des tourbières, même pour être très explicite. Aujourd'hui, souvent, ces plantations n'ont pas abouti. Ces arbres ont été coupés. Aujourd'hui, le bois a été évacué. Il est interdit de le replanter. En plus, souvent, ça n'a pas fonctionné parce que le milieu n'était pas adapté à ce qui avait été planté, qui était souvent du résineux. Quoi qu'il en soit, le nouveau schéma précise que dans ces milieux-là, que ce soit du reboisement ou juste du boisement, c'est interdit dans ces milieux d'importance écologique forte. On vous a donné des exemples, tourbières, mares, lagunes, mais il pourrait y en avoir d'autres. Encore une fois, là, on est vraiment sur le volet plutôt environnemental, protéger les milieux qui ont un intérêt, qui sont une réserve et une richesse dans nos écosystèmes forestiers. Voilà pour le volet diversité-biodiversité. Je vous ai fait les grandes lignes et globalement, je ne dois pas avoir oublié d'exigences phares sur ce sujet-là. Je vois qu'il est 18h, presque 40, timing respecté. Je ne vous oublie pas sur les sujets coupe-rase, je ne vous oublie pas sur les sujets transformation, je n'oublie pas aussi tous les sujets sylvo-cynégétiques, donc équilibre forêt-gibier. On va en parler lors du prochain webinaire. Le webinaire du 20 novembre, on va encore balayer un certain nombre d'exigences. Et le webinaire du 4 décembre, on va creuser fortement le sujet de la coupe-rase et de la transformation. Je vais essayer de l'illustrer avec des cas précis. Est-ce que là, c'est considérable comme de la transformation par le nouveau schéma? Est-ce que là, ça rentre dans les cas dérogatoires? On essaiera d'appliquer des outils qu'on essaie de vous mettre en place qui seront opérationnels en 2026 pour permettre d'appréhender au mieux ces nouvelles exigences. Voilà, je me tais, je vous laisse la parole si vous avez quelques petites questions auxquelles on peut répondre dès à présent. Oui, merci Coralie. Donc, il y a déjà 2-3 questions dans le chat.
Coralie? Pour la liste des essences, alors, selon quelle liste doit-on considérer les espèces exotiques françaises? Alors, est-ce que c'est exotique par rapport à française ou conservatoire botanique? Je regarderai dans le schéma tel que c'est précisé, je ne voudrais pas dire de bêtises, on ferait un retour écrit sur qu'est-ce qui est considérable comme essence euh, exotique envahissante. Mais en tout cas, c'est des listes officielles. Et je reviendrai vers vous pour savoir laquelle on considère. Ça, vous aurez même la référence sur lesquelles s'appuyer. Ok. Et Une trois, avez-vous une une trois. annexe type à faire signer à un exploitant ou un sous-traitant qui ne serait pas engagé dans le PEC? Oui, ça existait déjà dans le schéma actuel. On va juste actualiser les références. Et oui, vous aurez ce modèle à faire signer. Vous aurez les modèles de mention si jamais vous préférez les intégrer directement au contrat. Ensuite, je vois qu'il y avait une deuxième partie. Un chemin Ah. communal traverse ma forêt. C'est aussi un chemin de randonnée. Ai-je une exigence à respecter sur ce sujet, même si ce n'est pas chez moi? Euh, Alors, si je comprends bien, c'est que chemin communal qui traverse votre propriété. Après, c'est par rapport à l'exigence sur le conventionnement et les autorisations par rapport à l'accueil du public, si je comprends bien la question. C'est ça. Encore une fois, tout ce qui est... Alors, j'avais mis manifestation, enfin, activité organisée, et surtout, je précise, qui ont un impact fort. C'est-à-dire, si vous avez deux, trois personnes qui circulent et ponctuelles et c'est pas forcément un sentier balisé, les autorisations et conventionnements, c'est difficile de conventionner avec pas d'interlocuteur. Par contre, dans le cadre d'un sentier de randonnée, un chemin communal, c'est là que je vous dis, à moins que ce chemin communal soit balisé, identifié comme une randonnée très intéressante, auquel cas peut-être la commune a un interlocuteur à vous fournir, mais s'il n'y en a pas, je ne vois pas comment vous pourriez avoir une autorisation ou un conventionnement. Mais par contre, si c'est une grande manifestation, vous accueillez un événement, un marathon dans votre forêt, là, il y a des organisateurs, il y a une structure, et là, ça doit être cadré parce que la fréquence et la population qui va être invitée à venir sur votre propriété aura un impact nécessairement sur le milieu. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on parle d'autorisation de conventionnement. Pour ce qui est de la fréquentation sporadique, euh, Pour, pour ponctuelle les- et pour les- peu pour les- intensive, pour il n'y aura pas l'exemple, tout il y ça. a, il y a eu récemment une course de vélo où donc il y avait une cinquantaine de Mm. personnes qui sont passées sur ce chemin communal sans s'arrêter chez moi parce que il y a un passage qui fait à peu près 1 kilomètre de long, hein. Ouais. Et donc je ne sais pas s'il aurait fallu faire quelque chose ou pas. Alors, vous, en tant que propriétaire, déjà, c'est important pour vous d'avoir l'information de qui passe chez vous. Donc, Je, déjà, c'est je, le premier niveau. Mais après, c'est un chemin, ça reste un chemin communal. Mm. Oui. Globalement, s'il y a de cette fréquentation chez vous, ça vaut le coup d'échanger avec la structure qui organise ça et avoir au moins une trace écrite sur le nombre de personnes et vos préconisations, parce que même si ça passe que sur 1 kilomètre, ça passe sur votre propriété, potentiellement. Ces personnes peuvent dériver du sentier, avoir un impact sur votre forêt. Je vais te donner un exemple type, les pauses pipi avec les petits mouchoirs. C'est typiquement un impact sur la forêt. Donc, à pouvoir échanger avec l'organisateur, même si c'est que sur 1 kilomètre et même si c'est un chemin communal, ça vaut le coup pour vous de donner une autorisation avec vos exigences par rapport à votre peuplement. Ok, J'espère avoir merci répondu à votre Coralie. question. Merci. Euh, je pense que Paul-Emmanuel voulait apporter la réponse sur les espèces exotiques, si c'est bien le cas. Paul-Emmanuel, Ouais. si vous voulez intervenir ou... Non, mais je vais pas. Bon, bonjour à tous. Donc, Paul Emmanuel, je Bonjour. suis directeur de PAC France. Merci Coralie pour ce point très, très clair. Non, je voulais juste compléter la question sur les espèces exotiques. Je me suis permis de vous mettre la définition en fait dans le standard de ce qu'on appelait effectivement espèces exotiques, en référence avec des listes arrêtées par l'administration française. Voilà, donc c'est ces listes-là effectivement auxquelles on se réfère sur le sujet des espèces exotiques envahissantes. Ok, merci. Alors, je vois qu'après, il y a une question de Didier Lambrec. Oui. Pour les travaux sylvicoles, un mail de commande des travaux peut-il suffire? J'ai envie de dire un mail. Dans le mail, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu mets, Didier? Parce que avoir une contractualisation, ça veut dire qu'en fait, il y a un retour. Il y a les deux parties qui s'accordent sur un certain nombre d'exigences, enfin d'exigences, de prescriptions, qui est signé et qui vaut pour accord. Si le mail, c'est un retour de mail qui dit bon pour accord, si dans le premier mail, il y a tous les éléments, dans le deuxième mail, il y a bon pour accord, les deux parties se sont engagées,
ça fait poids, ça peut faire trace. Mais dedans, je dois retrouver tous les éléments que je serais censée trouver dans un contrat. Les mentions PEFC, là, je pense vraiment aux petites mentions PEFC sur identifiant PEFC, respect des exigences, euh, traitement des rémanents, etc., etc. Et si je retrouve tout ça dans ce mail avec, encore une fois, la réponse de celui en face, ça peut valoir. On a eu un gros débat en interne de ce qu'on entend par contractualisation. Encore une fois, c'est un accord des deux parties avec une trace écrite. Ok, J'espère avoir répondu à ta question, Didier. Oui, c'est bon, je te remercie. parfait, merci. Merci Coralie. Et on prend une dernière question peut-être, et puis après on clôturera pour ce soir pour pas trop dépasser le timing. Donc il y avait une question, donc est-ce qu'il y a des exigences plus précises derrière, entre guillemets, établir ou maintenir d'autres essences, pardon, que celles dominantes? Proportion, nombre d'arbres par hectare. Pour l'instant, le standard n'a pas précisé, encore une fois, établir ou maintenir d'autres essences. Enfin, vous n'allez pas imposer à la nature de mettre quelque chose qui n'existait pas spontanément. Euh, Comme le standard ne met pas de ratio, j'allais dire, c'est encore très vague. Mais si c'est un arbre sur un massif de 150, cette valeur, elle est quand même pas, elle apporte pas la diversité et l'essence de l'exigence telle que proposée par PEFC. Encore une fois, la diversification, c'est pour apporter de la souplesse, je cherche mes mots, comment on appelle ça? En gros, que le peuplement soit résilient, pardon, la résilience. Donc, un seul arbre sur un massif de plus de 100 hectares n'aurait pas cette valeur, ce pouvoir-là. Donc, un nombre qui paraît cohérent par rapport au massif. Mais là, il n'y a pas de seuil. Vous ne serez pas hors des clous à dire est-ce que je suis à 5, 10, 15, 20%. On ne regardera pas ça. On regardera déjà l'effort de gestion, l'effort d'intégration de cette diversité. Voilà. Je vois que Paul-Emmanuel vous a envoyé le lien sur lequel vous allez retrouver les exigences PEFC. On en avait parlé la semaine dernière, donc ça se retrouve dans les replays, ces éléments-là. Et merci Paul-Emmanuel de l'avoir remis. Vous trouverez donc l'ensemble des exigences sur le lien forêtcertifié.pefc-france.org dans la rubrique engagement. Voilà, merci Coralie. Du coup, oui, donc pour les autres questions, on y répondra, enfin on les mettra dans la FAQ, la foire aux questions, et ce sera dans le mail qu'on vous enverra, le mail de retour suite au webinaire, et comme ça vous aurez les réponses à toutes les questions qui ont été posées durant tous les webinaires. Du coup, on est arrivé au terme de ce webinaire. Merci Coralie, merci Vincent, et merci à toutes et tous d'avoir été présents. J'espère qu'on aura répondu aux premières questions. Et donc, comme Coralie l'a indiqué, donc le prochain webinaire, il a lieu la semaine prochaine. Et donc, on reviendra, c'est la deuxième partie sur les principales évolutions des exigences de la gestion forestière. Donc, avec un zoom, comme Coralie l'a dit, sur l'exploitation forestière, la gestion des déchets, des produits phytosanitaires et des intrants, le risque incendie et l'équilibre forêt-gibier. Vaste programme. Et donc, merci pour votre présence. Bonne soirée, puis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au À revoir. bientôt. Bonne Merci, soirée. au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.